Monde numérique. Depuis des milliers d'années, la médecine évolue avec la science et finalement l'IA, c'est un outil en plus qui va permettre d'aider. Est-ce que les vaccins, ont supprimé les médecins? Est-ce que les antibiotiques ont supprimé les médecins? Est-ce que la chirurgie robot a supprimé ça? Et ça, on peut prendre toutes les évolutions importantes et à chaque fois, le médecin a été renforcé dans sa capacité à agir. Bonjour Thomas Klein, Bonjour Jérôme, merci de votre accueil. vous êtes directeur de la stratégie chez Microsoft, vous êtes basé aux États-Unis, et surtout vous êtes, l'auteur d'un bel ouvrage, un gros ouvrage sur, l'IA au service de la santé. Alors l'intelligence artificielle et la santé, on en parle, j'ai l'impression, depuis longtemps et on sent qu'il se passe énormément de choses, dans ce domaine. Ça suscite beaucoup d'espoir, ça suscite aussi quelques craintes. Où se situe la réalité, selon vous, de ce phénomène? Est-ce que l'IA est véritablement en train de révolutionner la santé? C'est exactement ça. On est vraiment dans une étape absolument charnière sur toute la partie intelligence artificielle au service de la santé et on est là à un moment où on doit se poser les questions de ce qu'on veut vraiment pouvoir, implémenter dans notre système de santé et vous avez absolument raison, beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de crainte Mmh. et l'objectif de ce livre, c'est un petit peu effectivement de démystifier, tout cela. Qu'est-ce que permet l'IA? Mais aussi, qu'est-ce que ne permet pas, l'IA? Ouais. Alors, il y a toujours 2 facettes sur ce sujet. Il y a le côté des professionnels de santé et il y a le côté des patients, que nous sommes tous. Donc si on commence par le côté du côté des patients, je dirais, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'IA est vraiment un allié des patients? Ça dépend comment ça va être utilisé et il y a la partie visible et aussi la partie un petit peu, invisible. L'IA peut être un allié, absolument crucial sur les pour les patients. Si je peux être, diagnostiqué, d'une tumeur qui serait passée, inaperçue, oui, je pense que c'est un allié, assez fort et on a des chiffres assez parlants, aujourd'hui. On y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais pour vous donner un chiffre, Jérôme, sur toute la partie détection, de tumeurs de cancer du sein, avec l'IA, on a un taux, de détection 17 supérieur, sans IA, plutôt qu'avec une IA. Donc c'est extrêmement, intéressant. Et est-ce que tous les radiologues utilisent l'intelligence artificielle? De plus en plus en France comme aux États-Unis, de plus en plus et c'est véritablement cette, 2e paire d'yeux, si vous voulez, qui va permettre de voir les choses et ces yeux, ils ont 2 qualités. Une 1re qualité, c'est qu'ils ne fatiguent jamais Mmh. et 2e, c'est qu'ils ont tout lu. Donc ça a vraiment un vrai apport pour toute la partie, imagerie médicale, de se dire, «Ah j'ai, ici une tumeur, un pattern qu'on va pouvoir détecter, quelques pixels dans certains cas» et l'IA va pouvoir mettre ça en relation avec des milliers d'autres imageries médicales, peut-être détectées à l'autre bout du monde, qui ont détecté des années après telle pathologie ou telle pathologie. Donc l'IA va pouvoir alerter le praticien pour lui dire: «Regarde peut-être un petit peu cette partie-là, il y a peut-être quelque chose, d'intéressant à surveiller». Mmh. Mais j'ai envie de dire en tant que patient aujourd'hui, on souhaiterait que toutes nos radios soient passées, par l'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est pas nécessairement l'avis de tout le monde, parce que je pense qu'il y a une peur que, il y ait un désinvestissement Ouais. peut-être des Alors médecins, voilà. donc je pense que tout le monde n'est pas vraiment dans ce cas et moi, c'est ce que j'essaye d'un petit peu de présenter, l'intérêt et aussi les limites, hein. Bon, ça, c'est l'intelligence artificielle, qui permet de reconnaissance d'images, donc ça existe depuis pas mal de temps, ça ne cesse, ça s'est considérablement, amélioré, au fil des années. La petite révolution aussi, ça a été, l'IA générative, avec, ChatGPT, les différentes versions et alors régulièrement, il y a des tests comme ça, on fait passer alors soit des examens, pour devenir médecin à ChatGPT, soit, encore plus intéressant, je dirais, des diagnostics et il semblerait que les résultats soient toujours, assez stupéfiants. Vous confirmez ça? ChatGPT, aujourd'hui, fait de meilleurs diagnostics que des médecins humains? Alors, c'est pas mon approche de mettre en opposition les diagnostics médecins et les diagnostics, des intelligences artificielles. Mmh. En plusieurs remarques par rapport à ce que vous dites. Déjà, la première, c'est assez rigolo dans l'histoire parce que
effectivement, ChatGPT dans ses, 1res versions a été benchmarké sur des textes, sur des examens pardon, de biologie, de médecine et cetera et ça a été un petit peu, le benchmark qui a aussi permis de se rendre compte du potentiel du sujet, quand il fallait avoir des raisonnements et pas que seulement, redistribuer de l'information et de la connaissance. Donc ça, c'est le 1er point. Par contre, l'IA, IA ou médecin, je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, ce que je veux, c'est IA plus médecin parce que les 2 ensemble, je pense qu'on va Ouais. pouvoir, capter beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais c'est ça qui est montré également, hein, selon plusieurs études. Alors j'ai pas la dernière en tête, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que les meilleurs résultats, c'est médecin plus IA, en fait. Ouais, ouais, c'est toute une possibilité, mais je vais prendre, volontairement, Jérôme, si vous permettez, un exemple, qui sort complètement du domaine de l'IA. Ouais, Est-ce que vous avez envie de monter dans un avion qui n'a pas de pilote? Hein, si on vous dit: «C'est l'IA qui va, vous amener de Paris à New York», hein. Moi, en tout cas, aujourd'hui, moi, je préfère qu'il y ait le pilote, même si mais qu'il y ait des outils automatisés pour l'aider et c'est un petit peu ouais. pareil pour l'IA. Est-ce qu'on veut Moi, avoir je vais vous vous avez surprendre, mais dites-moi. c'est dans l'avion comme dans la voiture, je pense que oui, c'est mieux s'il y a un pilote, mais c'est Ouais. uniquement pour régler les pouillèmes de friction et de problèmes qu'il peut y avoir. Mais bon, poursuivez. Bah, mais ça rejoint vraiment ce que je dis et on est content d'avoir ce pilote pour, les cas, qui peuvent ne pas être gérés et ne pas avoir été, Ouais. automatisés. Donc Mmh. moi, je pense que le débat n'est pas du tout, de vouloir opposer, médecin, et IA. Je pense que c'est une erreur fondamentale de conception. Si on regarde la médecine, depuis des milliers d'années, la médecine évolue avec la science et finalement l'IA, c'est un outil en plus qui va permettre d'aider. Est-ce que les vaccins, ont supprimé les médecins? Est-ce que les antibiotiques ont supprimé les médecins? Est-ce que la chirurgie robo a supprimé ça? Et ça, on peut prendre toutes les évolutions importantes et à chaque fois, le médecin a été renforcé dans sa capacité à agir. Là, par contre, où je suis d'accord avec vous, Jérôme, c'est que l'IA, elle va être différente de certains nombres d'approches pour, je dirais, 3 points principaux. Le 1er, c'est qu'elle va toucher toutes les spécialités de la médecine et pas une médecine, spécialisée. La 2e, c'est qu'elle va s'intéresser véritablement au, raisonnement cognitif et à une capacité de brasser un nombre d'informations que personne ne pourra jamais, acquérir en tant qu'individu. Et la 3e, elle nous pose un petit peu des questions sur, heu, le rôle du médecin, qui décide? Qui est responsable et comment est-ce qu'on va redéfinir finalement, cette relation patient-médecin? Ouais, bien sûr. Non, mais vous avez raison de repréciser les choses, mais pourquoi est-ce qu'on compare IA et médecin? C'est parce que et pardon, mais là, je vais jeter une pierre dans le jardin de certains médecins font cette comparaison et aujourd'hui, certains médecins se montrent réticents et vous expliquent que de toute façon, tout ça, c'est pas sérieux et que, il y a que la bonne vieille médecine, faite par des humains qui tient la route. Vous me donnez les 2 cas un petit peu, C'est un peu extrêmes. extrême. Moi On moi rentre en tout dans cas un ma problème un peu plus social que technique là, je mais c'est pense. exactement ça. Mais Mmh mh. c'est exactement, c'est aussi la thèse de mon livre, c'est, l'IA en santé n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de société. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu le rendre assez accessible, assez compréhensible pour tous les non, spécialistes. Même si vous me dites qu'il est qu'il est un petit peu dense, j'ai essayé vraiment de vouloir vulgariser, le propos parce que c'est pas moi écoutez, moi mon quotidien, depuis des années, c'est effectivement de réaliser ces projets d'IA, hein, Ouais. d'accompagner des sciences projets d'IA. Le taux de louper sur des sujets techniques est D'accord. extrêmement faible. Ce qu'il y a à faire, ça va être les usages, la compréhension, définition des critères de succès. C'est vraiment ça qui est vraiment crucial pour, qu'un projet d'IA fonctionne bien. Alors d'ailleurs, je il y a un chiffre là qui est assez récent et qui est contraire à ce que j'évoquais juste avant et qui va dans votre sens. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, selon l'Axel en France, 90 des professionnels de santé utiliseraient déjà l'intelligence artificielle dans leur pratique et souvent sans que les patients en aient conscience. Alors, il y a, ça dépend quels usages, hein. C'est ce nombre ne couvre pas des usages nécessairement purement médicaux, du Oui, diagnostic par exemple, mais il peut y avoir des cas d'usage et on en parlera peut-être à un moment donné, très orientés back office, bien sûr. back-end logistique.
Mais je Ouais, peux vous donner je peux vous partager une anecdote, Jérôme, à mon premier rendez-vous, médical, aux États-Unis. Dans la salle d'attente, il y avait une petite affiche qui indiquait que, par défaut, une IA, pourrait participer à la consultation pour aider le médecin à rédiger le compte le rendu, compte rendu. voilà. Et alors après le médecin, il allume sa machine: «Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord?» Il pose la question. Moi, j'étais d'accord Mmh. et la différence, si je suis un petit peu schématique, c'est effectivement, il a passé moins de temps à taper sur son clavier, moins de temps à regarder son écran et on a un peu plus discuté. Vous savez, les Américains, le small talk, ils aiment bien ça et cetera. Donc Mmh. c'était une expérience un peu plus humaine peut-être. C'est ça qui est Ouais. assez paradoxal, c'est que c'est l'IA et la médecine et la machine qui, peut-être, peut rendre les consultations un peu plus humaines, quoi. Alors c'est ce que vous dites dans votre livre, hein. Vous mettez en avant justement, bah, tout simplement le gain de temps que ça peut représenter dans une consultation et Ouais. donc on peut penser que, bah, ça fait de meilleurs médecins d'une certaine manière. Hem, En tout cas, là, je vais citer, les médecins. Les médecins considèrent qu'environ, 30 à 45 de leur temps est passé à faire l'administratif aujourd'hui. Ouais, Donc prenons la fourchette basse, un tiers du temps. Vous vous rendez compte? Un tiers du temps, passé à ne pas se soigner, c'est vraiment le message qui est vraiment poussé et ça, c'est uniforme, France, États-Unis. Comment est-ce que je peux réduire ce temps à faire l'administratif? Je crois que personne n'a embrassé une vocation en médecine pour faire l'administratif. Donc comment est-ce que ce temps gagné me permet de discuter, répondre aux questions, me former, échanger avec des confrères, et cetera, et cetera. ouais. C'est vrai dans beaucoup de métiers et dans tout ce qui est entrepreneuriat, également, hein, on le sait, où on est vite happé par toutes ces tâches administratives totalement improductives. Alors, Thomas Klein, il y a l'aspect, du côté des professionnels, mais je le disais, ce qui est intéressant et ce qui compte aussi, ce qui nous concerne tous, c'est l'aspect du côté des patients. Vous dites que l'intelligence artificielle permet, d'anticiper des maladies avant même, l'apparition des premiers symptômes. Ouais. L'idée, c'est vraiment de passer d'une médecine, de réparation à une médecine d'anticipation et ça, c'est une volonté qui date pas, d'hier, mais qui va permettre devenir une réalité jusqu'à un certain point grâce à l'IA. Je vais vous donner un exemple très concret. Mmh? Aujourd'hui, on sait très bien, en mesurant des données physiologiques, continues très standards, à détecter un incident cardiaque, plusieurs heures, avant l'apparition des premiers symptômes. Donc si vous avez avec des objets connectés classiques, on en parlera peut-être un petit peu après, mais, Oui, on c'est quoi? arrive C'est avec avec les montres notamment, et cetera? avec les montres notamment, avec les bagues, avec des capteurs Ouais. qui peuvent être rajoutés, au niveau, du poignet, du bras et cetera. Donc il y a beaucoup de possibilités et vous arrivez avec l'IA qui va pouvoir mesurer des variations, légères de pattern, pouvoir envoyer une alerte en disant: «Monsieur» ou un proche ou un médecin, «Il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans quelques heures, rapprochez-vous s'il vous plaît, d'un centre de soins» et on sait à quel point sur un malaise cardiaque où chaque minute compte, donc ça c'est vraiment, moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment la technologie qui est utile et qui permet de protéger et d'aider. Ouais, bien sûr. Oui et d'ailleurs, bah, on le voit, enfin, par exemple chez Apple, ils mettent énormément en avant tous les témoignages de patients qui disent avoir eu la vie sauve grâce à leur montre qui leur a prévenu, qui les a prévenus, suffisamment tôt pour intervenir. Ouais, Heu, Là, on n'est plus dans l'IA générative, on n'est plus dans le ChatGPT, parce que c'est ça aussi, c'est que l'IA, c'est un hydre à plusieurs têtes, en fait. oui, 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 c'est extrêmement large et j'ai souhaité couvrir, beaucoup de sujets, bien que ça puisse être encore beaucoup plus détaillé. Mais il y a effectivement toutes ces possibilités et la partie objet connecté, moi il y a énormément d'espoir Ouais. et je Mmh. pense notamment à un espoir Jérôme, pour tous les malades chroniques, hein, tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique. Vous avez, si je schématise un petit peu, c'est un petit peu cet ange gardien, numérique, qui va, surveiller et peut-être un petit peu décharger, cette charge mentale de la personne qui est toujours, en train de surveiller sa pathologie, ses symptômes, pour la décharger, un petit peu et lui renvoyer, les messages d'information sans trop la polluer, sans trop de faux positifs et pour pouvoir un petit peu
la libérer, quoi. Mmh. Mais où on en est aujourd'hui de ces objets connectés qui sont super, bon, qui permettent, oui, théoriquement de surveiller, la fréquence cardiaque, heu, la tension, pas encore trop, hein, un petit peu, ça commence à peine à arriver pour la tension. Heu, Est-ce qu'on n'est pas encore un peu loin finalement de ce qu'on aimerait avoir? D'abord en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elles ne font pas tout et en plus en termes de fiabilité. Est-ce qu'elles sont vraiment fiables? Le taux d'oxygénation dans le sang, par exemple, on sait que alors c'est un élément important, hein, dans certains cas. Eh bien, est-ce que les montres sont vraiment fiables aujourd'hui? Les montres, les Ouais. bagues et cetera? Ouais, en fait, vous avez 2 volets et vous avez parfaitement raison. Toute la partie, un peu objet grand public Mmh. pour généraliser qu'on peut tous aller acheter, dans un magasin et après vous avez des objets un Ouais. petit peu plus Mais à spécialisés. chaque fois, on nous prévient: «Alors attention, ce n'est pas un dispositif médical» et cetera. Donc à la fois, c'est un argument commercial pour dire, «Tiens, ça va être bien pour mesurer votre santé» et en même temps, on vous dit: «Ah mais attention, hein, c'est pas médical, donc faut pas vous y fier». Donc c'est un peu un discours ambivalent quand même. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais ce que j'aurais voulu se mettre à l'avant, c'est toute la partie vraiment dispositifs médicaux, donc qui eux ont les bonnes validations, donc au niveau Ouais. de la Haute Autorité de Santé en France, FDA, aux États-Unis qui permettent d'utiliser et vous regardez les différents produits de solutions qui ont été validés sur les dernières années, la partie outils avec l'IA, c'est une part énorme, des produits et juste pour vous raconter, un exemple sur la partie objet un petit peu plus, professionnel. C'est la professeure, Rosaline Picard, qui est directrice de recherche au MIT, une brillante chercheure et elle me racontait, l'exemple qu'elle avait vécu, elle, dans son propre labo, où ils avaient mis en place avec, son équipe un dispositif de capteur, au poignet qui permet de mesurer, toute, la partie transpiration, cutanée qui va varier en fonction, des émotions, donc le stress, l'excitation, la joie, la peur et cetera. Elle a donné ce dispositif à une mère de famille qui a une fille, qui présente des troubles du spectre, autistique et un jour, la maman, elle était, sous sa douche, elle reçoit l'alerte sur son téléphone. Elle court voir sa fille. Effectivement, sa fille était tombée, la tête sur, le lit, tout bleu, elle ne respirait plus. Et grâce à cette alerte qui a été lancée par ce capteur qu'elle avait au poignet, ça a permis à la maman, d'intervenir et d'éviter peut-être une fin qui aurait été un peu plus, délicate, hein. Mmh. Donc ça, c'est déjà des choses qui existent et qui sont en réalité, qui sont homologuées d'ailleurs, au niveau, médical et qui offrent des possibilités, Ouais. assez importantes quand même. Ouais, c'est formidable et c'est ce que vous expliquez notamment dans votre livre, c'est aussi toute la dimension de soins personnalisés, de surveillance en temps réel, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en dehors, du cadre médical. C'est exactement ça, c'est exactement ça. L'ambition en médecine, c'est, la médecine des 4 P. Donc 4 P, c'est une médecine qui est participative, préventive, prédictive et personnalisée. C'est les 4 P de cette médecine des 4 P et c'est bon, c'est pas binaire, c'est pas on y arrive pas, mais l'IA permet de continuer sur ce chemin et offre un certain nombre de possibilités et je peux vous donner un autre exemple, Jérôme, toute la partie, jumeaux numériques. Jumeaux numériques, ça fait, 50 ans, un demi-siècle, qu'on en parle et donc ça vient, c'est, une reproduction d'un individu total en numérique ou d'un organe en particulier et aujourd'hui ça offre des possibilités absolument, phénoménales, notamment en oncologie, pour, évaluer comment est-ce qu'un patient va réagir à une thérapie et la dernière étude dans Nature, donc la revue, scientifique, médicale, indiquait un taux, de prédictabilité de plus de 90. D'accord. Rendons-nous compte pour la Ouais. personne qui doit suivre ça, ne pas aller dans cette période de tâton où on dose assez trop et cetera. Pouvoir taper du premier coup, c'est l'ambition. Quel soulagement, quelle Ouais. aide pour et les patients, et les soignants. Si on revient un instant, Thomas Klein, sur l'aspect qu'on évoquait au début, sur l'aspect un peu plus social, sociétal, voire éthique, est-ce que vous imaginez demain une médecine qui sera prioritairement IA et beaucoup moins humaine ou vraiment vous êtes convaincu que ce sera toujours la complémentarité qui s'imposera? Heu
Le futur sera ce que nous en ferons. Et c'est pour ça que moi j'essaie de créer le débat avec notamment cet ouvrage ou l'échange que nous avons, ce matin pour un petit peu, que les gens puissent prendre conscience de ce qui est possible et pas possible. Mais vous avez absolument raison, il y a des vrais enjeux, derrière et un des enjeux, c'est aussi qu'il n'y ait pas de médecine à 2 vitesses. Mmh. Une médecine avec l'IA dans des hôpitaux, riches et une médecine sans IA dans des zones un petit peu plus compliquées. Ouais, ou l'inverse, une médecine, s qu'avec IA et sans médecin, là où il y a pas de Exactement. budget et cetera. Exactement et vous avez absolument raison parce que rien qu'au niveau mondial, entre les pays, on voit des différences assez fortes, mais même en France, on voit bien que dans certaines régions du France, c'est très difficile d'avoir accès, au bon diagnostic, au bon médecin, au Mmh, professeur le plus réputé donc comment est-ce qu'on va s'organiser pour que tout le monde puisse bénéficier d'un diagnostic dit expert lorsqu'on va, faire, des examens et avoir une consultation? ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation, des chatbots d'IA comme, Gemini ou ChatGPT, pour du quotidien? J'ai mal à la gorge, j'ai un goût bizarre dans la bouche, tiens, voici mes résultats d'analyse, j'y comprends rien, je vois pas le médecin avant 3 jours, dis-moi ce qu'il en est. Pour moi, ça ne fait que, remettre, en avant ce que les médecins se plaignent un peu depuis maintenant une trentaine d'années. Des gens qui vont taper sur un moteur de recherche Mmh, et cetera et qui reviennent au cabinet en disant: «J'ai trouvé, ce que j'avais, c'est ça que j'ai». Donc je pense qu'il faut pas tomber dans cet extrême-là. Par contre, ça ne serait pas honnête de dire que ça ne peut pas apporter des choses. Ça peut ouais, ouais. apporter beaucoup de choses et dans les recherches que j'ai menées dans le cadre de mon livre, il y a eu un avantage absolument important, c'est pour tout ce qui était, diagnostic très compliqué à poser Mmh mh. et on parle d'errance médicale. Donc vous avez des gens promenés de spécialiste en spécialiste pendant 3, 6 mois, 1 an, des fois plusieurs années. Personne n'arrive à mettre le doigt sur ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que c'est des choses très rares, c'est des choses très précises, très difficiles à détecter et il y a énormément de cas où, la personne a pu faire ses recherches et revenir voir le médecin. Donc, c'est pas se diagnostiquer soi-même, hein, Ouais, comprenez-moi bien. ouais, ouais, bien C'est sûr. être capable d'aller voir le médecin en disant: «Voilà les pistes qui m'ont été données, qu'est-ce que vous en pensez?» et il y a énormément de cas où effectivement ça a permis, Ouais. d'aiguiller et d'offrir donc ça, c'est de l'utilisation intelligente que je dirais de l'IA. Mmh. Pas faire dans son coin, mais pouvoir soumettre à quelqu'un qui a fait les études et qui a Ouais. un avis critique. Mais enfin, vous êtes d'accord que déchiffrer un compte rendu d'analyse ou même un compte rendu d'examen, de radiologie, de scanner, de je ne sais quoi, qui est incompréhensible pour le commun des mortels, ChatGPT, est un interprète incroyable. Et il explique simplement, Et oui, et il démocratise, et donc avec un ouais, élément, aussi qui avait été mis en avant dans différentes études, paradoxalement, c'est l'empathie. Je sais pas ce que vous absolument. en pensez, mais c'est incroyable, c'est qu'il arrive à ne pas vous angoisser et aller dans le sens de quelque chose de rassurant et cetera. Ouais. C'est assez rigolo parce que j'en viens à nouveau au 1er test, sur toute la partie, ChatGPT. Une fois qu'il avait passé les tests et qu'il avait obtenu le score assez, il a été testé par les équipes d'OpenAI sur comment est-ce que tu communiquerais avec un papa dont, l'enfant a une maladie grave qui va être très difficile de guérir. Et ChatGPT avait effectivement, pour aller dans votre sens, une réponse très humaine sur la manière de faire. Ouais. Donc, Que tous les médecins ne se dont tous les médecins ne seraient pas capables. Certains certainement, mais pas tous. ouais, parce que les médecins, c'est pas des robots, hein, Bah c'est non, des humains comme vous, comme bah oui. moi et puis, des jours, on est un peu pressé, on a peut-être un peu moins le temps ou on trouve pas les Ouais, bons puis il y en a mots, qui savent, il y en a qui savent pas, il y en a voilà. qui savent, il y en a peut-être qui savent pas, mais, c'est donc ça donne vraiment cette, possibilité, d'envoyer un message. Là où juste je permets d'équilibrer ma réponse, Mmh mh. l'idée c'est pas de rassurer à mon compte. Vous savez, un peu de certaines versions de certains: «Oh c'est génial, c'est fantastique, tout va bien». On peut pas non plus renvoyer des faux messages, Bien aux sûr. gens. Je pense que, il faut avoir de l'information, objective, professionnelle et après toujours, j'insiste, revenir présenter ça, à un médecin pour avoir un avis critique, quoi. Mmh mh, mmh. Oui, donc on comprend bien que pour vous, l'IA en santé, c'est plus un sujet de société qu'un sujet technique, en fait.
Ouais, c'est vraiment ça. Comment est-ce que l'IA va pouvoir aider? Il y a un autre volet, à former, tous ces professionnels de santé, donc il y a un énorme volet sur la partie éducation, Ouais. médicale. Il y a, une capacité à démocratiser, l'accès, à réduire les inégalités avec cette IA et mettre vraiment cette technologie au service de l'humain. Donc il y a tous ces enjeux qui, pour moi, sont extrêmement importants, sur la manière dont on va vouloir se saisir de l'IA. Vous vivez aux États-Unis, mais vous êtes français, vous connaissez bien la France. Vous pensez qu'il y a un risque de décalage entre les États-Unis et l'Europe à ce niveau-là ou non? Alors, je veux pas tomber dans le cliché où les États-Unis sont en avance et cetera, mais si je suis honnête, c'est quand même un petit peu le cas aujourd'hui. Mmh. Par contre, là où je vais être extrêmement, positif, c'est que en France, en Europe, on va prendre un peu plus de temps, pour appréhender ces sujets, pour vraiment créer le contexte de la confiance. Et si je me rebase sur mon expérience, c'est vraiment ces sujets de confiance, qui va être à terme, dans le long terme, vraiment le succès d'un projet d'IA. Donc on a nos spécificités en France et c'est complètement OK. Mmh. Prenons le temps, Mais de c'est bien plus faire long. le Bah, ouais, c'est c'est plus probablement un long. peu plus long, c'est Donc plus long. il y a plein de gens qui ne profitent pas de ces avancées. Il faudra attendre, ce sera pour les suivants, quoi. C'est oui, mais pour moi, tout ce socle de confiance qu'on veut créer sur comment l'IA va être utilisée, qui va avoir accès, qui est responsable de quoi, Mmh. je pense qu'on ça fait perdre un peu de temps aujourd'hui, mais ça nous fera gagner beaucoup de temps, par la suite. Encore une question, peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a, incité, motivé pour écrire ce livre? Hem, pour moi, c'est vraiment vouloir créer le débat et se rendre compte des possibilités. Moi, j'ai une vision quand même un petit peu 360 de l'IA dans à peu près toutes les industries, au monde. Je pense que l'IA est de très loin, le sujet où l'IA est le plus utilisé et il y a beaucoup plus de potentiel. Donc je pense que c'est vraiment le sujet où il faut accélérer, il faut s'y mettre et ça se comprend assez bien. Heu, En première année de médecine, les étudiants, ils apprennent primum non nocere, donc la locution latine, d'abord ne pas nuire. Donc c'est un certain monsieur Hippocrate, il y a quelques années, Mmh. qui était venu avec ça. Dans la tech, move fast and break things. Donc on a vraiment 2 mondes qui sont un peu aux antipodes. Un monde où on va aller par la prudence et le milieu de la tech, on va aller vite et moi, ce que j'essaie de faire, toute simplicité, en toute humilité, c'est vraiment un peu de rapprocher, ces 2 mondes pour, mieux se parler et avancer, positivement ensemble pour mieux soigner. Merci Thomas Klein, donc auteur, de ce livre, «L'IA au service de la santé». Merci Géraud, je suis un grand fan de vos émissions et je trouve formidable toute la vulgarisation que vous faites, donc je vous remercie, de m'avoir invité, mais aussi de tout ce Bah, c'est très travail gentil. de démocratisation que vous faites dans le quotidien. Merci beaucoup.